Bien, bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui Dezay en Égypte. Alors, tout d'abord, qui est le général Dezay? On va commencer par une citation de Napoléon sur Dezay. Il est rare et difficile de réunir toutes les qualités nécessaires à un grand général. Dezay possédait à un degré supérieur cet équilibre précieux entre l'esprit ou le talent et le caractère ou le courage. C'est l'opinion que Napoléon a de Dezay. Alors Dezay, de tous ses compagnons, c'est celui qui arrive en second pour les qualités militaires, juste derrière Bonaparte. C'est le quatrième des 5 enfants du chevalier Gilbert-Antoine Dezay de Végou. Il naît le 17 août 1768 et comme tous les enfants aristocrates, il a l'éducation d'un jeune aristocrate à l'école militaire où il entre à l'âge de 7 ans, à l'école militaire d'Effiat. Il remplace son frère aîné et il va y rester 7 ans. Il sera suivi de son jeune frère également en tant que boursier. Sachant que l'école militaire est extrêmement chère, 700 livres par an et que la famille est pauvre, même s'ils sont nobles, il est boursier. Alors, Effiat, c'est une école militaire où on trouve les traces d'autres compagnons de Dezay en Égypte, Luce de Casabianca notamment, qui est le capitaine de vaisseau qui va commander le vaisseau L'Orient qui va sauter à Aboukir, et un autre marin d'Empire qui va croiser Dezay et qui va rester 2 ans avec lui, qui deviendra son ami, Charles-Pierre Sylvestre de Villeneuve, le futur vice-amiral. Donc, Dezay est un élève extrêmement brillant. Et à Effiat, où il est élève, il remporte à peu près tous les prix de géographie, les prix d'histoire, les prix de français, les prix de mathématiques et les prix d'allemand, parce que c'est une langue qu'il parle couramment. Il va quitter Effiat à 15 ans, après une moisson de prix, après avoir remporté énormément de prix en géographie, dont un prix en 1780 sur la nomenclature de l'Amérique. L'Amérique, c'est un sujet d'actualité, puisqu'à ce moment-là, on a la guerre d'Amérique avec les États-Unis, où plusieurs des anciens élèves d'Effiat se trouvent pris pendant la guerre. Donc, indépendamment des classes de niveau scolaire, les élèves sont repartis en peloton, puisque c'est une école militaire, mais contrairement aux autres écoles, ils ne sont pas répartis par classe sociale. Ils ne sont pas répartis par boursiers, par noblesse, non, ils ne sont répartis par rang de taille. Les petits élèves dans un peloton, les élèves plus grands dans un autre peloton, et en fait, c'est tout à fait étonnant, mais on ne tient pas compte de la classe sociale à Effiat. Ce qui est important, c'est la taille et l'âge pour pouvoir faire ensemble les manœuvres militaires. Donc, ça va provoquer chez lui une émulation et une certaine façon de considérer les gens par leur valeur humaine et pas du tout par leur classe sociale. C'est un homme des Lumières, Dezay. Alors, c'est quelqu'un qui va apprendre l'art militaire également à l'école, à Effiat, mais de façon théorique, sauf l'escrime. Les journées sont réglées comme du papier à musique, à partir de 5h30 du matin jusqu'à 21h30. Et on ne va pas énumérer tous les prix, mais quand il quitte Effiat, il a 15 ans, son père meurt un mois plus tard, et il est intégré immédiatement au régiment de Bretagne, où il va servir dans le même régiment que son frère aîné, et pour s'en distinguer, il quitte le nom de Dezay de Végou et prend le nom de chevalier de Végou directement. C'est un nom qu'il va garder quelques années, et au moment où la Révolution éclate, pour changer l'aspect un peu trop aristocratique du nom qu'il porte, Dezay de Végou va devenir Dezay, tout simplement, et en un seul mot. Alors sa famille prend le chemin de l'émigration à la Révolution, mais pas lui. Lui, il va tout simplement rester à son poste, parce qu'il estime que son devoir est de servir son pays, quoi qu'il arrive, et il va donc profiter des opportunités laissées par les 41% des corps des officiers qui vont émigrer pour rester à son poste et saisir les opportunités. Il va donc devenir
commissaire des guerres en 91, mais il va être révoqué de son poste parce qu'en fait, il a triché sur son âge. Il est trop jeune pour être commissaire des guerres, il n'a pas encore 25 ans. Peu importe, il est réintégré dans son grade. Et en 92, il devient aide de camp et 3 jours plus tard, capitaine. En 93, il fait ses preuves au combat de Lautenbourg en Alsace. Il est nommé général de brigade à 25 ans. Il faut dire qu'à Lautenbourg, il lui est arrivé des choses. D'abord, il a été blessé. Il a pris une balle qui lui a traversé les 2 joues de part en part. Il a continué le combat sans pouvoir parler, mais en transmettant ses ordres à l'armée avec ses mains, et ils ont gagné la bataille. Mais il était plein de sang et il ne pouvait plus parler du tout. À 26 ans, il est général de division. Il est très apprécié de ses hommes, vraiment, et il sert dans l'armée de Sambre-et-Meuse, sous les ordres de Pichegru, puis sous les ordres de Moreau. En 97, toujours dans l'armée du Rhin, toujours dans l'armée du Rhin, il est choisi pour remplacer Moreau comme général en chef par intérim, mais il est blessé au mois d'avril. Il est gravement blessé à la cuisse et il va faire sa convalescence à Strasbourg. Et c'est là qu'il entend parler pour la première fois du général Bonaparte. Alors, le général Bonaparte, il a déjà son opinion sur lui. Et elle n'est pas très bonne, humainement parlant, parce qu'il le trouve dissimulé, fier, vindicatif et ne pardonne en rien. Mais sur le plan militaire, il l'admire énormément. Que va-t-il faire? Il va avoir le projet, donc en tant que général en chef par intérim, en convalescence, d'aller voir Bonaparte. Alors il va aller voir Bonaparte en Italie. Il va aller le voir en Italie et quand il arrive à Milan, il prend le chemin de l'Italie et il va rédiger un journal de voyage. Alors ce n'est pas vraiment rédigé, c'est un ensemble de notes qui va prendre des impressions à la fois sur les gens qu'il rencontre, les paysages, les musées, mais aussi sur les projets. Il va rencontrer Bonaparte le 28 juillet. Alors, ce n'est pas précisément daté dans son journal. Par contre, c'est daté d'une lettre de Bonaparte au Directoire qui parle du brave général Dezay. Quant à Dezay, lui, il écrit à sa sœur et dans son journal, il note « Arrivée du général en chef, Égypte, isthme de Suez ». C'est tout ce qu'il en dit. Mais il écrit à sa sœur en disant qu'il a rencontré enfin un grand homme et il est enchanté de l'avoir rencontré, vraiment c'est magnifique. Ils s'entendent très bien. Ce sont 2 militaires et il y a une camaraderie qui s'installe entre eux de la proximité des militaires en campagne et puis ils se rapprochent. Ces 2 familles nobles, 2 familles pauvres, 2 militaires brillants de l'école militaire, ils ont vraiment tout pour se rapprocher. Et là, Bonaparte commence à lui parler de l'Égypte. Alors cette représentation est la seule, plus ou moins fantasmée, de la rencontre entre Dezay et Bonaparte. Parce que autant Bonaparte a donné lieu à une iconographie extrêmement importante, Dezay a donné lieu à également une autre iconographie plus ou moins fantasmée après Marengo, mais il faut dire aussi que la rencontre entre les deux n'a donné lieu à aucune iconographie, sauf ce tableau qui en fait ne représente pas l'événement tel qu'il a eu lieu. Parce que Bonaparte est censé annoncer dans les ordres du jour l'arrivée de Dezay. Or, ça n'est jamais arrivé, je ne sais pas trouvé dans les ordres du jour. Donc, au mois d'août, Dezay et Bonaparte sont toujours en train de parler de l'Égypte. Il en parle avec d'autres. En septembre, Bonaparte l'envoie en mission diplomatique et récupérer les impôts en même temps en Autriche et en courrier également diplomatique. Alors, Dezay lui écrit, lui rend compte de sa mission, et lui parle de l'Égypte à mots couverts en lui disant qu'il aimerait bien en être, mais à part Talleyrand, qui est au courant parce que Bonaparte lui en parle régulièrement, le gouvernement français, le Directoire, n'est absolument pas au courant des projets égyptiens. Pour le gouvernement, ce qui intéresse Bonaparte, c'est la conquête de Malte. Et effectivement, la conquête de Malte, c'est le préalable à la conquête de l'Égypte. Mais ils ne peuvent rien faire pour le moment. Ils ne peuvent rien faire parce que
ils ne peuvent rien faire parce que Campo Formio vient d'être signé. On est en octobre. Et la paix de Campo Formio vient d'être signée. L'Angleterre reste le seul ennemi à abattre. Que va-t-on faire? On va envahir l'Angleterre. Alors, on va préparer l'expédition d'Égypte, mais d'abord, on va préparer l'expédition d'Angleterre. Donc, le directoire nomme Bonaparte chef de l'armée d'Angleterre. Voilà, l'armée d'Angleterre, mais Desaix est nommé commandant en chef par intérim, parce que Bonaparte est toujours en Italie, où il vient de signer la paix de Campo Formio. Et Desaix, quant à lui, est toujours en Autriche. Mais ce n'est pas grave, il va rentrer, et Bonaparte va lui donner, via le directoire, ses instructions pour la préparation de l'expédition en Angleterre. Alors l'expédition en Angleterre, c'est tout simplement traverser la Manche, mais ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner parce que Desaix, qui fait pendant 3 mois le travail d'un inspecteur des côtes, et Bonaparte, qui de son côté va aller inspecter la Normandie, ils vont se rendre compte tous les deux qu'il est absolument impossible d'aller en Angleterre parce que la marine n'est pas prête. Il faudrait des vaisseaux, il faudrait 30 millions, il faudrait un bon amiral, Truguet est le meilleur, mais on ne peut pas envahir l'Angleterre. Fin février, les 2 hommes sont d'accord pour dire que ce n'est pas possible. Par contre, le projet égyptien, lui, on pourrait peut-être faire quelque chose. Alors, le 5 mars 1798, Bonaparte soumet au directoire un plan pour envahir l'Égypte. Pour s'emparer de l'Égypte et de Malte, il faudrait 20 à 25 000 hommes d'infanterie, 2 à 3 000 de cavalerie, 100 chevaux, et bien sûr 8 ou 9 millions pour commencer. Parce que, et tout ça, il faut le transporter sur des bateaux. Alors, mettre l'embargo sur les bateaux marchands, réunir une flotte de guerre, et par la suite, préparer les convois qui vont partir. Et tout ça dans le plus grand secret. Je ne sais pas comment Bonaparte avait prévu de garder le secret sur l'embargo et sur la réunion d'un convoi de 286 vaisseaux de transport, plus une flotte de guerre de 55 vaisseaux transportant 50 000 hommes, 3 000 chevaux, à peu près 400 canons. Le secret, impossible. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les Anglais ont cru que c'était pour les envahir, eux. Les Anglais pensaient que le projet égyptien était un bluff pour cacher l'invasion de l'Angleterre, alors qu'en fait, c'était exactement le contraire. Parce que l'Angleterre va croire du début à la fin, à partir du moment où ils vont savoir qu'il y a un projet d'invasion, ils vont croire que l'invasion est celle de la Grande-Bretagne et que le projet égyptien n'est qu'une diversion pour tromper l'ennemi. Ce n'est pas du tout ça. C'est le projet égyptien a remplacé le projet anglais. Si Bonaparte et ses hommes ont pu préparer aussi vite, en moins de 2 mois, une expédition de 55 navires de guerre et presque 300 navires de transport, c'est parce que préalablement, des escadres étaient déjà formées pour l'invasion de l'Angleterre, même si ce n'était pas possible. Ils ont transformé l'armée d'Angleterre en armée d'Orient, qu'ils ont nommée aile gauche de l'armée d'Angleterre, pour entretenir la confusion. Et dans les journaux, on en parle beaucoup et on s'amuse beaucoup. On donne la composition des escadres, qui va les commander, où ça va aller, ou peut-être pas finalement, ça va partir de Toulon, mais ça va aller mais nous on ne sait pas où ça va aller. Enfin, les journaux et les espions entretiennent sciemment la confusion. Ce qui fait que le 19 mai, quand la première escadre va appareiller de Toulon, les Anglais ne sauront pas. Et Nelson sera devant Toulon à regarder la flotte appareiller sans pour autant savoir où ils vont. Revenons au 5 mars. Desaix et Bonaparte projettent l'invasion de l'Égypte. Le directoire tombe d'accord, c'est un superbe projet, ce qui va permettre d'ailleurs d'éloigner Bonaparte, qui commence à être un tout petit peu envahissant avec ses succès diplomatiques. Bonaparte envoie Desaix à Civitavecchia.
pour une mission particulière. Il faut mettre l'embargo sur les navires de transport, créer une flotte de guerre de quelques frégates, chaloupes canonnières et autres corvettes légères armées, sous l'apparence d'un voyage touristique. Dezay doit donc, sous l'apparence d'un jeune homme qui part passer sa convalescence en Italie, visiter des musées, des places, des endroits remarquables, comme un jeune homme qui va faire son grand tour, et le soir, il lit ses rapports, il donne ses ordres pour noliser, pour mettre l'embargo, saisir, armer, approvisionner sa flotte, et tout ça sous couvert d'un voyage touristique. Il est donc à Rome, il visite les musées et il envoie ses courriers et ses ordres à son aide de camp, à Donzelot, qui lui est à Civitavecchia et qui met l'embargo sur à peu près tout ce qu'il trouve, comme navire marchand. En mettre l'embargo, c'est saisir et ne pas payer. On laisse juste une reconnaissance de dette au propriétaire et c'est tout ce qu'on fait. On ne payera jamais rien. Dezay arrive à Rome. Il commence à faire son travail de saisie, mais il a beaucoup de difficultés d'approvisionnement pourtant. Et surtout qu'il y a des émeutes à Vienne qui viennent retarder l'appareillage. Mais ce n'est qu'une question de temps. Et quand le 23 mai, il est prêt à partir, finalement, il reçoit ses dernières instructions. Il appareille le 26, alors que Bonaparte est en mer depuis une semaine et que les autres escadres, qui sont partis de Corse, de Gênes, qui sont partis de Marseille, sont déjà réunies entre elles. Il est le dernier à partir avec son escadre. Il emmène avec lui 326 chevaux, 7881 hommes, mais à la demande de Bonaparte, il emmène également une voiture à double harnais, 4800 bouteilles de vin et un bon chanteur. Le convoi de Toulon et celui de Marseille ont mis à la voile. Ils vont se réunir. Dezay part et il met le cap directement sur Malte. Et il va arriver sur Malte. Alors, quand il arrive, voilà, ça c'est une lettre de Dezay qui attend d'une minute à l'autre l'ordre d'appareillage. Il sait que tout le monde est parti de Toulon, mais il ne peut pas appareiller avant fin mai, parce que justement le vent est contre lui et qu'il attend ses derniers ordres pour savoir où il doit mettre le cap. Alors, il va arriver sur Malte. Alors pour commencer, Malte, en fait, toutes les escadres vont mettre le cap sur Malte pour prendre Malte, qui est la première étape de la conquête de l'Égypte. Parce qu'à part Malte, les capitaines, les escadres et les généraux ne savent pas qu'ils vont en Égypte. Ils ne savent pas où ils vont. Ils savent qu'ils vont prendre Malte. Mais Malte, ça va être très très facile de prendre Malte. Pourquoi ? D'abord parce que l'île est très mal défendue. Ensuite parce que, tout simplement, il y a très peu de chevaliers pour la défendre et que le grand maître de l'ordre de Malte, Empêche, qui n'est pas un foudre de guerre, lui, a tout simplement battu en retraite et fait désarmer ses troupes avant même de combattre, ce qui va faciliter la tâche à Bonaparte et à ses hommes, ce qui fait que quand Dezay arrive devant Malte, on est le 7 juin, il ne peut pas prendre Malte par surprise puisqu'il est déjà depuis 2 jours là avant que Bonaparte arrive et les autres escadres. Mais le 10, tout le monde est là et le 12, la ville est prise. Empêche s'est rendu sans même combattre. Le 13, tout est organisé, on pille le trésor de Malte, on pille le trésor et on va partir. Où ça ? En Égypte. C'est à ce moment-là que Bonaparte donne à ses escadres l'ordre de mettre le cap sur l'Égypte. On arrive à Alexandrie, et quand on arrive à Alexandrie, stupeur, on est le 30 juillet, et à ce moment-là, on s'aperçoit que Nelson est déjà passé par là. Parce que ce pauvre Lord Nelson, il a joué de malchance du début à la fin. Il était devant Toulon. Il a laissé les escadres partir. Il est tombé dans une tempête.
Il a dématé, a dû remater en Sardaigne, se réapprovisionner. Il est retourné sur Toulon. Les Français ne l'ont pas attendu. Ils avaient mis le cap sur Malte. Le temps qu'il arrive à Malte, les Français avaient déjà pris la ville, étaient déjà repartis en Égypte. Le temps qu'il les cherche et qu'il les trouve, il les a dépassés. Il est arrivé à Alexandrie le 28. Ne trouvant pas les Français, il est reparti. Il les cherchait en Turquie. Il est revenu en Égypte, mais pas tout de suite. Quand les Français arrivent à Alexandrie, on leur apprend que Nelson est arrivé là 2 jours avant et qu'il est reparti. Napoléon Bonaparte, qui voulait débarquer conjointement à Damiette, Alexandrie et Rosette pour prendre le Nil et aller au Caire par le Nil, ne peut pas. Il décide de débarquer à Alexandrie vite, tout de suite, en pleine nuit, et ça va être un désordre total, parce que débarquer de nuit, il change ses plans. Il n'a pas reconnu les côtes. Là, il y a la houle, il y a des récifs. C'est pas grave, on débarque. Il y a des blessés, il y a des noyés, mais c'est pas grave. Une partie des troupes va débarquer entre 2 et 5 heures du matin. Dezay et ses hommes débarquent dans la matinée, et en une journée, Alexandrie est prise exactement comme à Malte. Mal défendue sur plusieurs points simultanément. Tout comme à Malte, le gouverneur est prévenu. Tout comme à Malte, le gouverneur ne fait rien pour défendre la ville. Tout comme à Malte, Bonaparte réorganise absolument tout et crée de nouveaux impôts pour financer sa campagne. Pendant ce temps-là, Dezay se prépare à marcher à travers le désert. Le 2 juillet, Alexandrie est prise. Le 3 juillet, Dezay prend la route du désert, la route du Caire, avec ses divisions. Je vous parlerai de les difficultés de la traversée du désert, mais là, pour le moment, ce qui compte pour Bonaparte, c'est d'arriver au Caire le plus vite possible pour prendre stratégiquement et politiquement le centre nerveux de l'Égypte. Les troupes atteignent Damanour le 7 juillet, les troupes de Dezay et les troupes de Bonaparte. Entre le 10 et le 12 juillet, l'ensemble des hommes des divisions de Bonaparte et de Dezay se retrouvent à Damanour. Mais le gouvernement égyptien a mandaté Mourad Bey, qui est le chef mamelouk, chef des opérations militaires, pour contrer les hommes de Bonaparte et les combattre, et les battre le plus vite possible. Mourad Bey, c'est un chef mamelouk qui a l'avantage du terrain, l'habitude de combattre dans le désert, qui a excusez-moi, des cavaliers, des fantassins, il a tout ce qu'il faut pour se battre dans le désert et il se croit invincible. Il a entendu parler des Français, ils sont épuisés, ils ont faim, ils ont soif, mais ils sont galvanisés, les Français. Que va-t-il se passer ? Alors, il tente une première fois d'écraser les Français à Chébrès. Alors, Chébrès, c'est une bataille qui est à la fois terrestre et navale. La flottille des Français est composée d'une multitude de petits bateaux locaux qui ont été réquisitionnés sur place. Il faut savoir que les vaisseaux de transport ont été rendus à leurs propriétaires et que les vaisseaux de guerre sont en train de mouiller ou de préparer le mouillage à Aboukir. Ils ne sont pas du tout prévus pour naviguer sur le Nil. Comme on va conquérir l'Égypte, il faut transporter les hommes, il faut transporter les armes, il faut transporter des canons, les approvisionnements, et on va faire ça par bateau. Donc on va réquisitionner tout ce qui est bateaux locaux, des djermes, des canges, des barquettes du Nil, et pour certains, on va les armer pour la guerre, et pour d'autres, ils vont servir exclusivement de transport. La flottille qui est à Chébrès est une flottille à la fois de transport et une flottille de guerre. Mourad Bey a également sa propre flottille. Il va tenter de prendre la flottille des Français avec la sienne. Pas de chance, la sienne va être écrasée, mais littéralement, au point que ses équipages vont brûler ces bateaux pour éviter qu'ils ne soient pris par les Français. À terre, ça ne se passe pas mieux, puisque les divisions et les cavaliers de Bonaparte écrasent les cavaliers de Mourad Bey.
battu sur le Nil, battu sur terre, il prend la fuite en pensant pouvoir aller écraser les Français un tout petit peu plus loin du côté des pyramides. Mourad Bey n'est pas un homme qui apprend de ses défaites. Alors, puisque ces hommes ont incendié ces bateaux et qu'il n'a plus de marine, il pense que le 19 ou le 20, en refaisant ses forces avec ses janissaires et ses cavaliers, il va pouvoir aller du côté du Caire pour les battre, mais non. Parce que Bonaparte et ses 5 divisions vont former ce qui s'appelle une formation en carré, qui est une formation militaire héritée des Russes, sur lesquelles les cavaliers et les janissaires de Mourad Bey vont venir s'écraser une première fois, et puis une seconde fois, et puis une troisième fois. C'est une défaite cuisante pour Mourad Bey, la deuxième en 8 jours, mais il ne renonce pas et il n'est pas totalement fini. Il va de nouveau essayer d'écraser les Français et il va se replier vers la Haute-Égypte. À ce moment-là, Bonaparte va envoyer Dezay poursuivre Mourad Bey en Haute-Égypte pendant que lui va s'occuper de la conquête de la Basse-Égypte et de la Moyenne-Égypte. Qu'est-ce qui va changer la donne? C'est Aboukir. 10 jours après les pyramides, la marine française est complètement écrasée à Aboukir, à l'embossage, et détruite par Nelson, qui a fini par revenir, s'apercevoir que les Français sont là et ne va pas attendre, il va les pilonner sans relâche. En 24 heures, la marine française, les vaisseaux de guerre sont totalement détruits. Villeneuve et Descrest parviennent à sauver 2 vaisseaux et 2 frégates et à rapatrier sur Malte, mais on n'a plus de flotte de guerre. Les Français sont enfermés en Égypte et sont contraints à périr ou à vaincre. Ils sont enfermés en Égypte, ils doivent rester et conquérir l'Égypte ou sinon c'est fini pour eux. Bonaparte reste en Basse-Égypte, Dezay part en Haute-Égypte. Alors on pourrait croire que la conquête de la Haute-Égypte, c'est une succession de batailles entre Français et les cavaliers de Mourad Bey. C'est partiellement vrai, mais ça n'est pas que ça. La Haute-Égypte, c'est surtout une campagne qui vise à prendre le Nil, qui est un enjeu stratégique. Et pour ça, la flottille, les chameaux et tous les moyens locaux qui vont être utilisés par les uns et par les autres. Alors, quand il prend la route de la Haute-Égypte avec ses hommes et ses cavaliers, ses fantassins et sa flottille, Dezay ne se rend absolument pas compte des nombreuses difficultés qui l'attendent. Alors, il va prendre la route de la Haute-Égypte et il va commencer tout simplement avec Mourad Bey. Une course-poursuite, Dezay à gauche, Mourad Bey à droite. Une course-poursuite qui va durer des mois. L'un comme l'autre. Difficultés stratégiques, difficultés tactiques, difficultés logistiques. Mourad Bey a l'avantage du terrain. Il est dans le désert. Il peut refaire ses troupes quand il veut, puisqu'il a les locaux avec lui. Il décide d'attaquer au moment qu'il a choisi. Il lance des petites escarmouches pour fatiguer l'adversaire et l'éloigner de ses bases, l'éloigner de ses bateaux. Et il veut le harceler jusqu'à épuisement. Et quand l'adversaire lui semble suffisamment fatigué, au point de ne plus pouvoir rien tenter, il attaque pour lancer l'attaque, ce qu'il appelle décisive. Ça, c'est le projet de Mourad Bey, mais ça ne va pas exactement se passer comme ça. Dezay parvient au canal Joseph, où il espère intercepter l'armée et la flottille reconstituée. Le problème, c'est que Mourad Bey comprend le plan. Il comprend le plan et il fait sortir ses bateaux, parvient à s'échapper et se rabat plus au sud vers les cataractes avec ses bateaux. Dezay, qui a compris les intentions de son ennemi, au lieu de le poursuivre vers le sud, rebrousse chemin. Il rebrousse chemin vers le canal jusqu'à la localité de Sediman, qui est le point d'entrée vers le territoire du Fayoum, qui est une des bases de Mourad Bey. Et Mourad Bey poursuit Dezay. Mais Dezay l'attend.
Mourad Bey regarde Dezay débarquer ses hommes et a l'intention de lui prendre ses bateaux au moment où ses hommes débarquent et ensuite de les attaquer pour les écraser. Dezay, lui, il a débarqué, il a fait former ses troupes en carré, exactement comme une pyramide. Que fait Mourad Bey? Il attaque les carrés, il s'écrase sur les carrés, il attaque une deuxième fois les carrés, et il fait comme aux pyramides, il est battu. Il est battu, le combat se poursuit au corps à corps. Je ne vais pas vous faire le récit détaillé de la bataille, mais toutes les batailles entre Mourad Bey et Dezay vont se dérouler exactement de la même façon, parce que Mourad Bey n'apprend pas de cette défaite. Dezay compte ses morts, il compte ses blessés, il les rapatrie, et là, en 7 octobre, un mois et demi après être parti, au lieu des 2777 hommes de départ, il n'en a plus que 1800. Et on n'est qu'au tout début de la campagne. Mais il a encore ses bateaux de guerre. Il a ses bateaux de guerre, il a ses germes de guerre, et il a ses shebeks. Les shebeks sont des bateaux utilisés pour la guerre exclusivement. Ils sont armés de canons. Les germes sont des bateaux de transport dont les plus grandes peuvent être armées de canons. Et la flottille de Haute-Égypte, la flottille de Dezay, va être armée à la fois de shebeks et de germes armés de canons, tout comme la flottille de Mourad Bey. Les shebeks sont les bateaux de Méditerranée les plus utilisés par les pirates. C'est des coursiers très rapides. C'est vraiment des petites unités extrêmement rapides, très véloces et très redoutables. Et ils se poursuivent l'un et l'autre, inlassablement. Les troupes s'enfoncent toujours plus au sud, sans parvenir à écraser l'ennemi, que ce soit les Français, que ce soit Mourad Bey. Suite de bataille, c'est Diman, mais Samoud le 22 janvier. Et puis, suite de défaite pour Mourad Bey. Mais Mourad Bey refait ses forces, toujours, il refait ses forces. La première bataille de Benout, le 3 mars, va voir la première défaite de l'armée française en Haute-Égypte. La flottille est anéantie, brûlée. La germe amiral de Dezay saute avec le commandant Morandi à bord qui préfère incendier sa germe de guerre plutôt que de se rendre. Les hommes sont pris, les blessés sont impitoyablement massacrés par les Mamelouks, qui oblige les musiciens du 61e à jouer de la musique pendant qu'ils massacrent les hommes. Et ensuite, je vous passe les détails, mais ce sont les hommes de la musique qui sont massacrés par les Mamelouks. 5 jours plus tard, la revanche de Benout, et Mourad Bey est écrasé. Ça continue pendant des mois. C'est la guerre, et pourtant, en dépit de son manque d'effectifs, Dezay va se résoudre à adopter, il va changer de tactique et adopter celle des colonnes mobiles des guerres de Vendée, qui se portent partout où le besoin s'en fait sentir pour attaquer l'ennemi, se replier, attaquer. Et les paysans qui sont, eux, lassés d'être rançonnés par Mourad Bey, vont se retourner contre lui et dès lors la partie est perdue pour lui, puisque les paysans se rallient aux Français. Alors, les difficultés elles vont être multiples. Les germes de guerre qui ont été détruites à Benout et pas du tout reconstituées après, on n'a plus de marine. On n'a plus de marine en Haute-Égypte. Par quoi est-ce que Dezay va remplacer les bateaux, à votre avis? Par des dromadaires. Dezay a énormément de difficultés. Pour commencer, les armées françaises en Égypte ont des uniformes en laine et les difficultés vont perdurer du début à la fin de la campagne. La soif et la faim. Pour commencer, quand Dezay prend la route du désert après la prise d'Alexandrie, ces hommes ont 4 jours de vivre. Il y a 2 jours d'avoine pour les chevaux et il y a extrêmement peu d'eau. Mais pour aller vite, les hommes vont jeter les vivres qu'ils ont et ne rien garder, juste l'eau. La traversée du désert en juillet avec des uniformes en laine
sans eau et sans nourriture, je vous laisse à penser ce que ça peut être en termes de difficultés et de torture. Les hommes sont assoiffés et certains vont se suicider de désespoir. Quand ils arrivent à 12 km d'Alexandrie à Béda, ils comptent refaire des forces, ils comptent reprendre de l'eau, mais voilà, les puits ont été bouchés par les habitants. Il n'y a plus de provisions, ils n'ont plus rien, absolument plus rien. Les hommes boivent des eaux saumâtres, polluées. Ça engendre des dysenteries absolument terribles. Ils meurent de chaleur dans les uniformes. Les chaussures ne sont plus adaptées, elles sont de mauvaise qualité. Les hommes marchent pieds nus dans le désert en juillet. Ils doivent également lutter contre la poussière qui s'infiltre dans les vêtements, dans les yeux. C'est une horreur. Les moustiques, les mouches, c'est vraiment terrible pour eux, et surtout la maladie. La maladie, ils découvrent dans le désert l'effet des mirages, qui leur fait voir de l'eau là où il n'y en a pas. Les médecins sur place sont vite débordés. Il faut savoir que tout l'équipement médical était à bord d'un transport qui s'appelait le Patriote. Le Patriote a coulé à son arrivée à Alexandrie parce qu'il s'est enquillé sur un récif. Tout le matériel médical a été perdu, tout le matériel scientifique a été perdu. L'épave a été retrouvée en 1980. Et plusieurs expéditions ont donné lieu à des fouilles, dont la dernière a eu lieu en 2014. L'épave du Patriote a été retrouvée et on retrouve encore régulièrement des vestiges et des artefacts. Mais là, il n'y a plus de matériel médical. Les médecins vont faire avec les moyens du bord qui sont extrêmement réduits. À Alexandrie, il y a la peste. À Alexandrie, il y a également la dysenterie, il y a les fièvres, et il y a une maladie qui va toucher pratiquement tous les hommes, c'est l'ophtalmie. C'est une infection des yeux qui provoque des ulcères purulents et qui peut rendre momentanément aveugle, si ce n'est pas soigné, totalement aveugle et garder des séquelles, soit pendant quelques jours, soit pendant plus longtemps. Les généraux Dezay et Béliard sont atteints par l'ophtalmie et à peu près tous les hommes. Il n'y a pas de traitement hormis des bains, mais malheureusement, on manque d'eau. Il faut rapatrier les hommes, et seuls les hommes les plus durement touchés sont rapatriés vers le Caire. Les autres doivent subir. Entre la maladie, le manque de transport, le manque d'effectifs, la soif, la faim, les difficultés sont vraiment terribles pour l'armée. Et il y a un autre problème, ce sont les approvisionnements. Approvisionnement en Haute-Égypte, les vols, les approvisionnements, et les vols sont courants. On vole des munitions, mais on vole également la nourriture, et on vole absolument tout, on fraude et on revend. Ceux qui volent revendent pour leur propre profit, et les fraudeurs, eux, mélangent farine avec du sable. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour les ingrédients d'une belle rébellion. Et ça génère des pillages et des réquisitions dans les populations locales. L'ennui, c'est que après tout ça, il va falloir se refaire. Que va-t-il se passer ? Après la bataille de Sédimane, en octobre, Dezay a beaucoup moins d'hommes. Ils sont blessés, ils sont malades, et il ne peut pas les soigner. Après Samoud, il a également un autre problème, il a la peste qui s'en mêle. Tous ces hommes sont de plus en plus malades, et 2 mois plus tard, il n'a plus de flottille. Alors, il va devoir résoudre des problèmes logistiques. Les problèmes logistiques, humains ou stratégiques, avec uniquement des ressources locales. Ça va être le système D qui va fonctionner à fond. Il va demander à Bonaparte des dromadaires pour remplacer les chevaux et les bateaux et combattre les Mamelouks. Parce que les chevaux de l'armée française ne sont pas du tout les mêmes que les chevaux des Mamelouks. Les chevaux Mamelouks sont beaucoup plus petits, beaucoup plus rapides, et le chevaux français porte essentiellement des hommes harnachés lourdement. Mais ils ne sont pas du tout prévus pour le désert, ce n'est pas des chevaux adaptés au désert. De toute façon, Bonaparte avait prévu de réquisitionner les chevaux pour la cavalerie directement sur place.
Les seuls chevaux qu'ils ont transportés en Égypte, c'est les chevaux de l'artillerie. Alors, Dezay, il va s'adapter, il va demander des dromadaires. Il est très enthousiaste à l'idée d'utiliser des dromadaires pour transporter les munitions, pour transporter les approvisionnements. Les dromadaires, ça sert aussi pour le courrier, ça sert pour porter les dépêches et ça sert pour porter les hommes d'infanterie. Les hommes d'infanterie vont marcher sur des dromadaires. Ça va leur sembler tout à fait étonnant comme monture, puisque ce n'est pas du tout la même façon de se mouvoir qu'un cheval, mais c'est très résistant. Les dromadaires vont servir à protéger les colonnes en marche. Bref, le régiment des dromadaires va être créé sous l'impulsion de Dezay. Il sera dissous en 1801 quand les Français quitteront l'Égypte. Et Dezay, il va utiliser également des boîtes portatives. Alors les boîtes portatives, comme il n'a pas de courrier et qu'il ne peut pas savoir, il n'a pas d'espion directement affiliés sur place, à part les locaux qu'il paye exprès, mais on ne peut pas être certain, il va envoyer ses hommes espionner directement les troupes de Mourad Bey et va créer, à l'initiative de son aide de camp Savary, des boîtes portatives. Ce sont des cartes dans des boîtes en carton sur lesquelles, avec des épingles de couleur, il va noter les positions quotidiennes de l'armée ennemie. Il va connaître au jour le jour les positions de l'armée ennemie. Ils font des miracles avec presque rien, et ce sont des hommes habitués à vivre à la dure quand même. Ils vivent à la dure parce que la plupart des hommes de l'armée sont des paysans, des ouvriers, ils n'ont rien chez eux en France, ils n'ont pas beaucoup plus en Égypte, mais c'est très dur pour eux, mais ils ne se plaignent pas. Le général, il va s'évertuer à résoudre les problèmes logistiques et les problèmes locaux. Parce que quand il va prendre la Haute-Égypte, qui va verrouiller le port Kosser et verrouiller la Haute-Égypte, il va s'attacher à l'administrer, à l'organiser, à vivre en Égypte pour faire en sorte que les populations locales soient heureuses sous un gouvernement d'occupation. Mais le plus juste possible, parce qu'il déteste les injustices. Pour lui, administrer, ça veut dire à la fois organiser, créer une nouvelle administration et lever des impôts. Parce qu'il faut financer la guerre. Et comment finance-t-on la guerre? En se payant sur les locaux. Le problème, c'est que les paysans payent déjà des impôts aux Mamelouks. Et après, ils les payent aux Français. Ils payent 2 fois les impôts. Donc, ça revient à piller les paysans de leurs récoltes, à leur prendre tout ce qu'ils ont. Ça engendre des révoltes locales, tantôt contre les Français, tantôt contre les Mamelouks. Parfois, les paysans se battent entre eux. Les villages se battent entre eux pour ce qui pourrait nous sembler des broutilles, une poule, une chèvre, mais c'est important pour eux parce qu'ils n'ont plus rien. Quand ils sont rançonnés par les Mamelouks, ils se tournent vers les Français pour qu'ils leur servent de protecteurs. Et c'est à ce moment-là que Dezay va gagner son surnom très connu de sultan juste, qui lui sera donné par les populations locales, parce qu'il s'est fait un devoir d'arbitrer les querelles de voisinage entre villages en écoutant les uns, en écoutant les autres et en rendant sa justice. Alors, c'est au cours d'une de ces affaires qu'il va gagner son surnom de sultan juste, une affaire de vol de fusil en fait. Il y a un jeune homme de 14-15 ans qui avait été pris par les hommes de Dezay, surpris à voler des fusils. Ça pourrait être une affaire extrêmement banale, mais elle est restée célèbre, parce qu'elle était relatée par Vivant Denon dans sa relation du voyage en Basse et Haute-Égypte. Et il raconte cette histoire avec un accent très enthousiaste sur la justice du général. Pendant que nous attendions assis à l'ombre, on amena au général Dezay un criminel. On criait « C'est un voleur, il a volé des fusils aux volontaires, on l'a pris sur le fait ». Et nous vîmes un enfant de 12 ans, beau comme un ange, blessé au bras d'un coup de sabre. Il regardait sa blessure sans émotion, se présenta d'un air naïf et confiant au général qu'il reconnut aussitôt pour son juge. Ô puissance de la grâce naïve, pas un assistant n'avait conservé de colère. On lui demanda qui lui avait dit de voler ses fusils. Personne.
Qui l'avait porté à ce vol? Il ne savait pas. S'il avait des parents, une mère bien pauvre et aveugle, le général lui dit que s'il avouait qu'il avait envoyé, on ne lui ferait rien, que s'il s'obstinait à se taire, il allait être puni comme il le méritait. Je vous l'ai dit, personne ne m'a envoyé, Dieu seul m'a inspiré. Et puis, mettant son bonnet au pied du général, voilà ma tête, faites-la couper. Pauvre petit malheureux, dit le général, qu'on le renvoie. Et il partit avec le sourire de la confiance. Ça, c'est le récit de Vivant de Nom, qui est resté à la postérité. Il y a une deuxième version de ce récit. C'est celle du général Belliard. Elle est beaucoup moins favorable au général, puisque d'après le général Belliard, Dezay a fait administrer à ce gamin de 12 ans 30 coups de fouet. Les deux, Vivant de Nom et Belliard, s'accordent sur le nom du jeune homme qui s'appelle Elfachen. Mais si cette histoire n'est pas datée précisément, c'est la version de Vivant de Nom qui va rester à la postérité. La légende de Dezay fait que, justement, celle de Belliard ne va pas retenir l'attention et que la légende de Sultan Juste de Dezay va être créée post-mortem par Vivant de Nom. Donc, il sert plutôt la propagande du général mort glorieusement à Marengo, plutôt que celle de Belliard qui entacherait plutôt la réputation du général, mais c'est le seul récit qui soit contradictoire. Dezay, donc, son surnom de Sultan Juste, mérité ou pas mérité, il s'attache à rendre la justice et à favoriser le commerce des locaux. Il multiplie les exemptions d'impôts, parce qu'il y a beaucoup de dévastation, il y a beaucoup d'exactions, il y a beaucoup de vols. Alors, il essaye quand même de soulager les populations locales. Et il écrira plus tard qu'il aime à faire vivre d'accord toutes les tribus, et parce que pour gouverner, il y a deux systèmes. Le premier, celui de Mamelouk, est celui de les affaiblir par des divisions continuelles et de les mettre toujours en armes à la main. Mais le second est celui qui doit nous convenir, consiste à pacifier toutes les tribus, les tenir tout en paix pour qu'ainsi paisible tout le pays soit aussi tranquille et exposé à aucun désordre. C'est une vision un petit peu idéale d'une armée d'occupation, mais il consent à prélever très peu d'impôts, pourtant ça ne va pas être simple pour lui. Parce qu'en août 1999, Bonaparte va rentrer en France. Et Bonaparte, quand il rentre en France, il laisse tout sur place, il ne prévient personne. Il prévient juste le général Menou, et il laisse le Caire à Kléber, la Haute-Égypte à Dezay, mais personne n'est au courant. Il rentre, et Kléber, qui lui est stupéfait du départ de Bonaparte, qui considère qu'il les a abandonnés, va mettre ses hommes au poste clé, et les hommes de Kléber, c'est ceux qui vont détester Bonaparte par la suite parce qu'il les a trahis. Dezay va rester en Haute-Égypte, mais il va devoir partager son poste avec le général Friant, qui est un homme de Kléber. Dezay est un homme de Bonaparte depuis le début, totalement et sans condition. Dezay est un homme de Bonaparte. Donc, Kléber va un petit peu s'en méfier, il le laisse en Haute-Égypte sous la surveillance de Friant. Dezay est rappelé au Caire par la suite. Il pense à rentrer en France. Mais d'abord, il doit négocier avec Sir Sidney Smith, qui est un envoyé du gouvernement britannique, une convention de la Convention des Lariches, mais pour quitter l'Égypte. Le problème, c'est que Sidney Smith ne va pas signer la convention. Et il va provoquer Kléber. Que va faire Kléber? Il va battre les Anglais à la bataille d'Héliopolis. Pendant ce temps-là, en France, Bonaparte a pris le pouvoir, mais personne n'est au courant en Égypte. Personne. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'après la bataille d'Héliopolis, Dezay va pouvoir rentrer en France. Il part en mars. Il arrive en France au mois de mai. Et là, il part rejoindre Bonaparte en Italie. Il arrive le 11 juin en Italie, et le 14, il meurt glorieusement à Marengo.
la mort de Dezay à Marengo va porter un coup terrible à Bonaparte et en même temps servir sa gloire, puisque c'est la victoire qu'on n'attendait pas. Marengo, c'était mal parti. Le même jour où Dezay tombe à Marengo, Kléber tombe au Caire, assassiné à coups de couteau. L'Égypte va rester aux mains de Kléber très très peu de temps, en fait 2 mois, puisqu'il est assassiné. Il va rallier Mourad Bey à la cause des Français. Oui. Il rallie Mourad Bey à la cause des Français et va lui offrir le poste de gouverneur de Haute-Égypte, qui va très bien administrer Mourad Bey, mais pas très longtemps non plus. Kléber meurt le 14 juin 1800. Dezay meurt le 14 juin 1800. Mourad Bey mort le 22 avril 1801. Il meurt de la peste. Au moment où les Français vont quitter l'Égypte au mois d'août 1801, les 3 commandants qui se sont occupés de conquérir l'Égypte et de l'administrer, ils sont tous morts. Bonaparte est rentré en France, il a pris le pouvoir. Et c'est lui qui va écrire la légende de Dezay à la fin, après Marengo, quand il va lui rendre de multiples hommages, des monuments, des navires qui vont porter son nom. Il va s'occuper de favoriser la famille de Dezay jusqu'à la fin de son règne autant qu'il pourra. Ses frères auront des postes. Il va marier la sœur de Dezay à un de ses hommes plutôt bien. Et il n'oublie pas non plus tous les lieux qui vont porter le nom de Dezay. En France, il y a 20 lieux qui portent le nom de Dezay. À Strasbourg, il y en a plusieurs. Il y a un quai, il y a une fontaine. À l'étranger, une multitude de lieux à l'étranger n'ont pas oublié Dezay, mais c'est à Sainte-Hélène qu'il va écrire la légende de Dezay dans le mémorial. Et c'est là qu'on va en terminer. Le talent de Dezay était de tous les instants. Il ne vivait, ne respirait que l'ambition noble et la véritable gloire. C'était un caractère tout à fait antique. Kléber ne songeait qu'aux femmes et aux amusements de la capitale, n'aimait la gloire que comme chemin des jouissances, tandis que Dezay aimait la gloire pour la gloire. C'était un tout autre homme. Si je l'avais laissé en Égypte, j'aurais conservé ma conquête. Dezay mort, Bonaparte au pouvoir. Bonaparte perd le seul général qu'il a servi depuis le début, sans aucune condition et sans chercher à rivaliser. C'est vraiment un homme qui l'a beaucoup servi, mais jusqu'au bout, et mort à 32 ans, en pleine gloire, lors d'une victoire qui n'était pas prévue finalement. Voilà. Merci beaucoup.